Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais m'attacher à lister les quelques croyances limitantes que certains d'entre vous ont, mais lorsque vous avez déjà acheté 3 à 4 appartements et que vous commencez à avoir de la rentabilité et plus d'argent dans votre vie pour plus profiter, pour plus kiffer, eh bien vous n'avez plus. Ces croyances limitantes, elles sont pourtant ultra bloquantes et vous prenez pour vrai des choses qui sont pertinemment fausses et je vais essayer dans cette vidéo de vous prouver que j'ai raison. Donc, la première de ces croyances limitantes, c'est les gens qui disent, vous le savez, l'immobilier est réservé aux riches. Il n'y a rien de plus faux. L'immobilier permet justement de devenir riche, donc c'est un tremplin qui permet de monter dans l'ascenseur social parce que vous pouvez très bien, avec un revenu fixe et très peu d'argent sur votre compte en banque, emprunter de l'argent qui va vous permettre justement d'acheter de l'immobilier. Si on est très riche, on n'a pas besoin d'emprunter puisqu'on a déjà du capital et pourtant les gens riches le font quand même. Mais le crédit immobilier est surtout quelque chose que l'on fait pour emprunter de l'argent que l'on n'a pas. Ok, je pense que c'est très clair pour ça. Donc, rien que pour ça, cette croyance-là est fausse parce qu'on vous prête de l'argent forcément. Vous empruntez 100 000, vous allez rendre 130 000. Donc, on vous prête avec des intérêts. Donc, on a intérêt à vous prêter de l'argent. Il faut simplement avoir un dossier solide, une situation qui est stable avec la preuve que vous gagnez vos revenus par vous-même, même si vous êtes freelance, même si vous êtes en CDD. En revanche, si la totalité de vos revenus financiers n'est issue que de prestations sociales, dans ces cas-là, au niveau de la banque, ça ne marchera pas. Mais si de l'autre côté, vous êtes capable d'avoir de l'argent à la sueur de votre front, eh bien alors oui, ça marchera. La deuxième croyance limitante, c'est tout part en impôts dès qu'on fait de l'immobilier. Alors c'est vrai que les impôts vont se servir et vous le savez, vous comme moi, que en France, on a une des fiscalités les plus confiscatoires, surtout quand on commence à avoir des revenus très importants. En revanche, vous devez savoir une chose, c'est que l'État va vous prendre de l'argent si vous faites de la plus-value, mais pas si vous faites de la plus-value sur votre résidence principale. Vous avez acheté votre maison 100 000 €, vous avez fait 50 000 € de travaux dedans, donc elle vous a coûté quelque part 150 000 €. On ne va pas tenir compte ici des intérêts. Si vous la revendez 20 ans après 500 600 000 €, il y aura zéro impôt qui sera prélevé dessus parce que c'est votre résidence principale. Si après, vous faites une plus-value sur une résidence locative, un investissement immobilier que vous avez fait, vous avez acheté par exemple 100 000 € en 2020, vous revendez en 2023-2024 150 000 €, il y a de la plus-value qui va s'appliquer sur les 50 000 € en plus que vous allez faire sur la différence entre ce que ça vous a coûté et ce que vous allez vendre. Il y aura donc de l'impôt sur le revenu à hauteur de 19% et également des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Mais après, vous avez un abattement pour durée de détention qui existe et ça, il y a peu de gens qui le savent, en tout cas pas assez à mon goût. Mais si vous vendez le bien immobilier locatif au bout de 30 ans, au bout de 30 ans, il n'y a plus aucune fiscalité sur la plus-value. Et cette fiscalité, elle est proportionnellement dégressive entre le moment où vous avez acheté le bien et les 30 années. Donc il y a 22 ans pour arriver à zéro au niveau de l'impôt sur le revenu et 30 ans pour arriver à zéro en matière de prélèvements sociaux. Donc c'est aussi important de gérer ça. Après, donc ça, c'est les impôts que vous allez devoir payer si vous revendez un bien immobilier plus cher que ce qu'il vous a coûté pendant justement cette durée de détention. Mais vous allez également devoir payer de la fiscalité sur la détention. Le premier de ces impôts, c'est la taxe foncière. Vous allez également devoir payer de la taxe d'habitation si vous avez un bien immobilier que vous louez en résidence secondaire. Votre locataire aujourd'hui ne paye plus de taxe d'habitation et la taxe d'habitation pour tout ce qui est résidence principale ne se fait plus, ou en tout cas elle a été retirée à 95%. En revanche, sachez que vous allez également, si vous n'optimisez pas le revenu locatif, donc les loyers que vous allez percevoir de votre investissement, si vous ne les optimisez pas, effectivement, vous allez en avoir une bonne partie qui va partir en impôt. De manière générale, les régimes fiscaux qui vont vous en prendre le plus sont les régimes micro-foncier, micro-LMNP. Micro-LMNP, vous avez un abattement de 50%, mais si vous percevez 1000, vous avez donc un abattement de 50%, ce qui veut dire que vous allez avoir 500 € à déclarer. Sur les 500 restants, vous allez avoir de l'impôt sur le revenu plus des prélèvements sociaux. Donc par exemple, vous avez une TMI, une tranche marginale d'imposition à 30%, vous allez donc payer 30 plus 17%, enfin 17,2, ce qui fait 47,2% d'impôt donc sur vos 500 €. Donc il y en a la moitié, grosso modo, qui va partir en impôt. Ça, ce sont les pires régimes fiscaux. Après, vous avez des régimes fiscaux beaucoup plus avantageux, comme le foncier réel en SCI, par exemple, en SCI à l'IR. Tout ce qui est SCIS ou LMNP, régime réel, vous allez pouvoir intégrer l'amortissement qui est une charge non décaissée d'un point de vue comptable, ce qui fait que vous allez pouvoir, sur une trentaine d'années, amortir 1/30 de la valeur du bien
année après année dans vos exercices. Et ça, c'est une charge fictive que vous allez rajouter et qui va vous permettre de ne pas payer d'impôts pendant les 10 à 15 premières années de détention de votre bien immobilier. Donc, ça marche très très bien. Donc, en fait, les gens qui vous disent que tout part en impôts, c'est simplement les gens qui n'ont pas pris le temps de taper sur YouTube comment optimiser son impôt en immobilier et qu'ils ne se sont jamais renseignés. Ils sont juste là à se plaindre parce qu'ils voient leur taxe foncière arriver, ils voient leur impôt sur le revenu. Effectivement, on paye beaucoup d'impôts, mais c'est aussi largement redistribué. Et si on optimise bien les choses, eh bien, vous verrez que finalement, on n'en paye pas tant que ça. Donc, il y a plein de moyens de le faire. Et là, je viens vous en donner un moyen dans cette vidéo. Et justement, n'hésitez pas à télécharger le tableau, le calculateur des investisseurs intelligents qui vous dira, en fonction du bien que vous achetez, en fonction de votre situation, de vos revenus, eh bien, quel est le meilleur régime juridique à choisir pour justement optimiser la fiscalité de votre bien immobilier. Troisième idée reçue, alors celle-là, c'est celle qui sort le plus souvent lorsque je vais dans des dîners ou lorsque je parle de ce que je fais à des gens que je ne connais pas. Ils me disent « Ah oui, mais de toute façon, les locataires ne payent pas, c'est n'importe quoi, etc. etc. » C'est complètement faux. On a eu en 2023 les statistiques de 2022. Il y a eu moins de 2% des locataires en 2022 qui ont posé problème à leurs propriétaires. 2% sur un parc locatif de 30 millions de locataires, c'est vraiment rien du tout. Et sur les 2%, il n'y a que 10% de ces 2% qui ont vraiment demandé à ce qu'on engage une procédure avec un huissier de justice, etc. pour mettre à la porte le locataire. Mais dans les autres cas, 98% des locataires, donc c'est une majorité qui est monstrueusement majoritaire et qui est pourtant très silencieuse. Vous comme moi, on a tous été locataires un jour de notre vie et on n'a jamais eu de retard dans le paiement de nos loyers. On est des gens normaux comme les locataires qui utilisent les logements qu'on met à leur disposition. Et aussi quelque chose qui est certain, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais les bons propriétaires ont de bons locataires. Lorsque vous avez un locataire qui arrête de payer son loyer, c'est soit que le propriétaire n'a pas été vigilant lorsque son locataire a pris possession du logement, ou alors qu'il n'a pas été réactif, ou alors que le locataire, devant la lenteur de réactivité de son propriétaire, il s'est dit voilà, lui il va jamais me rembourser ma caution, donc je vais le mettre un petit peu en difficulté parce que le locataire, il a également peur. Et vous avez aussi des propriétaires qui ne prennent pas la garantie de loyer impayé pour leurs locataires. Moi aujourd'hui, je possède 23 biens immobiliers. Il y a 17 biens qui sont utilisés à usage de logement et 5 autres biens qui sont utilisés à usage de locaux commerciaux, donc des coiffeurs, dentistes, une banque, également une petite supérette et un fleuriste et un autre coiffeur, voilà pour tout vous dire. Et donc, ce qui se passe, c'est que sur les 17 autres biens immobiliers que je possède, eh bien, ce sont des locaux à usage de logement, des locataires classiques, comme vous et moi, on a peut-être été actuellement ou dans le passé. Eh bien, ces gens-là, j'ai pris systématiquement des garanties de loyer impayé payantes pour ceux qui n'étaient pas éligibles aux garanties de loyer impayé gratuites, comme par exemple Visal, mise en place par le gouvernement Hollande, Action Logement, etc. etc. Vous tapez visal.fr dans Google et vous allez voir qu'en fait, c'est très facile de couvrir la garantie loyer impayé de manière complètement gratuite et sereine pour le locataire, mais également pour le propriétaire. Quatrième idée reçue, il est nécessaire de mettre de l'apport pour déclencher un crédit immobilier. Eh bien, chose qui était peut-être un petit peu vraie dans le passé, ne l'est absolument plus aujourd'hui. Et on a eu un cas avec un élève la semaine dernière qui a eu un crédit sur 30 ans plus 3 ans de différé sur un crédit immobilier locatif. Ça fait un crédit sur 33 ans. Il est à 5,5% de taux, mais on s'en fiche du taux parce qu'il a une mensualité qui est tellement basse et un excédent qui est tellement énorme qu'il pourra très bien refaire un deuxième crédit, un troisième crédit dans le courant de l'année prochaine. Donc on n'est pas du tout inquiet pour lui. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, la BCE donne des objectifs de prêt à chacune des banques ressortissantes de la communauté européenne, de la communauté économique européenne. Et vous avez des banques qui aujourd'hui, à l'aube du quatrième trimestre de 2023, n'ont pas encore donné 50% des crédits qu'elles s'étaient engagées à faire. Elles vont donc se retrouver punies par la BCE si elles n'octroient pas suffisamment de prêts parce que le prêt bancaire stimule l'économie et donc elle est très très bonne pour stimuler également la croissance. Et si elles ne le font pas, elles vont avoir des amendes à payer et des déréférencements. Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des banques qui vont vous prêter de l'argent uniquement si vous avez un dossier qui est un petit peu solide, avec un taux qui va être un petit peu négocié. Il va rester élevé, ne vous faites pas d'illusions là-dessus. Vous n'aurez pas des taux à 25 ans à 2,5 ou 3%. Ça n'est pas possible, sauf si vous êtes salarié chez BNP ou chez Société Générale ou dans des banques qui sont capables de faire baisser leurs prêts parce que ce sont plus des banques d'actions que des banques de crédit. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que aujourd'hui, au quatrième trimestre de 2023, il est plus facile qu'en début d'année d'avoir un crédit parce que les banques, elles ont un retard à rattraper.
Donc, elles ne vont pas vous demander d'apport, elles vont potentiellement vous financer les frais de notaire, elles vont accepter l'annulation des frais de remboursement anticipés, elles vont peut-être vous mettre 2 à 3 ans de différé de crédit pour stimuler un petit peu le financement de votre acquisition avec pourquoi pas la période de travaux qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de plus faux, il n'est pas du tout nécessaire de mettre un apport du moment que votre dossier est fiable et que votre projet locatif est bien ficelé. Cinquième idée reçue, les biens rentables sont inexistants. Effectivement, si vous regardez sur Le Bon Coin, souvent c'est trop tard, les biens qui sont à vendre ne sont pas rentables. Pourquoi? Parce que c'est à vous de les rendre rentables. C'est à vous d'aller voir les biens immobiliers, de faire baisser le prix d'acquisition, d'optimiser le financement, d'optimiser l'exploitation et donc d'optimiser la fiscalité. Et c'est vous, avec vos compétences, qui allez faire d'un âne un cheval de course. C'est exactement la même chose. Vous allez vous-même rendre un bien immobilier rentable. Et moi, pour tout vous dire, lorsque j'achète un bien immobilier, je consulte une vingtaine d'annonces, je fais une quinzaine de visites. Sur les 15 visites, il y en a une douzaine pour lesquelles je vais rentrer en négociation. Et sur les 12 biens pour lesquels je vais négocier, il y en a 1 à 2 qui va sortir au prix convenable pour avoir un bien rentable. Donc c'est pas juste, je vais sur Le Bon Coin, je regarde les biens, il n'y a rien de rentable, Rodolphe il dit n'importe quoi. Non, c'est pas comme ça. Vous devez prendre des rendez-vous, vous devez vous bouger les fesses, vous devez faire des kilomètres avec votre voiture, en bus, en tram, en ce que vous voulez et aller visiter les biens, les négocier, les travailler, connaître la fiscalité que vous allez devoir appliquer dans les biens que vous convoitez pour justement optimiser. C'est pas simplement le prix d'achat qu'on fait baisser, c'est le prix d'achat, mais également le crédit qu'on va prendre le plus long possible, le taux qu'on va essayer d'optimiser et bien sûr l'exploitation, l'optimisation sur la fiscalité. C'est un ensemble qui ne tient pas qu'à 1 ou 2 paramètres. Il y a une bonne dizaine de paramètres à bien maîtriser pour faire un bien rentable. Sixième et dernier point, on me l'a très souvent dit, on m'a dit Rodolphe, ça doit être très chronophage de gérer tout ton immobilier. Au début, c'était chronophage parce que je gérais tout moi-même. Maintenant, j'ai des partenariats avec des agences immobilières qui gèrent absolument tout pour moi. Et ce que je fais, c'est que lorsque par exemple, j'achète un immeuble de 5 appartements, je vais systématiquement déléguer la gestion locative à une agence immobilière qui a pignon sur rue, qui va être à 100 mètres, 200 mètres. Pourquoi? Parce que s'il y a un robinet qui fuit, s'il y a une infiltration d'eau, s'il y a n'importe quoi qui ne va pas dans l'immeuble, eh bien eux vont avoir sous la main tous les artisans qui vont être très réactifs et très disponibles pour gérer de manière rapide le problème, le désordre. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais il est extrêmement important d'être un bon propriétaire et un bon propriétaire, il est réactif envers ses locataires parce qu'un propriétaire réactif pour son locataire, c'est un locataire qui est réactif dans le paiement de son loyer, dans la réduction du turnover, etc., etc. Chers amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et bien sûr, comme vous le savez, je réponds à la totalité des questions que vous m'écrivez en commentaire. Donc n'hésitez pas, si vous en avez, à utiliser l'espace dédié pour vous juste sous la vidéo. Crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!